Donc l'Afrique est plutôt souvent un peu oubliée dans les commentaires et les statistiques sur le commerce international. L'Afrique, c'est seulement 5% de la production mondiale, alors que c'est 3 fois plus en termes, sauf erreur, c'est 15% de la population mondiale aujourd'hui, elle est en forte croissance, y compris sur l'agriculture, alors que c'est une zone très importante et avec un potentiel agricole énorme. Alors l'Afrique, c'est gigantesque, c'est énorme. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, donc effectivement, il y a une problématique ancienne. À la fois des États côtiers qui ont besoin d'approvisionnement en protéines animales, alors soit issues de leurs propres élevages ou issues de la bande sahélienne. Moi, j'ai travaillé il y a pas mal d'années sur ces sujets-là et qui reviennent aujourd'hui d'actualité avec les conflits qu'on a. Il y a des conflits traditionnels de bandits, de manque d'infrastructures de routières, etc., de taxes aux frontières. C'est assez récurrent entre l'Afrique sahélienne, notamment pour les animaux, pour les bovins, qui allaient sur les côtes pour être consommés. Mais aujourd'hui, vous avez effectivement déjà ce manque d'unité des marchés africains entre eux, pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis, vous avez aujourd'hui un développement, une tentative en tout cas de développement, notamment de la production qui est la plus facile en viande, qui est la production de volaille, en périphérie des villes. C'est quasiment de l'agriculture urbaine, en fait, c'est pas de l'agriculture très loin c'est proche des consommateurs. La seule difficulté, c'est des approvisionnements en matière de grains pour les animaux, nourrir ces animaux. Donc production sur place ou importée, et puis d'autre part, c'est le problème de la régulation du commerce international. C'est un vieux sujet, c'est-à-dire que traditionnellement, les pays africains protégeaient très peu leurs producteurs et privilégiaient leurs consommateurs, donc préfèrent des prix bas importés à des prix plus élevés, si je puis dire, importés donc du marché mondial à coup de dumping. Alors ce fut longtemps l'Europe, ça l'est encore, mais c'est maintenant tous les pays du monde. Vous avez aussi de la viande brésilienne, vous avez de la viande ukrainienne, vous avez de la viande, enfin essentiellement cela. Et puis vous avez effectivement, j'avais mis dans un papier que j'avais fait pour Arcadia, les conflits actuellement avec les Polonais notamment, qui développent beaucoup la production de volaille en ce moment. Ils sont passés devant la France, premier producteur de volaille en Europe, c'est la Pologne aujourd'hui, devant la France. Non seulement ils inondent le marché européen, mais en plus ils inondent avec des bas morceaux. Ils ont pris un peu la place des Français, qui faisaient ça il y a une quinzaine d'années, 20 ans. Ils inondent le marché sur des bas morceaux de volaille, notamment d'Afrique de l'Ouest, Afrique côtière. Donc le problème de l'Afrique, c'est à la fois... Oui. Ils concurrencent le poulet congelé brésilien ou les Polonais passent au Brésil? Qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai plus ça en tête, mais je pense qu'il y a du Brésil un petit peu quand même, de plus en plus sur l'Afrique de l'Ouest. Parce que bon, le Brésil c'est le premier exportateur mondial de volaille, donc ils ont beaucoup de... Et en plus, ils ont subi beaucoup d'embargos, y compris en Russie, y compris en Chine, parce qu'ils ont eu des soucis sanitaires ces 2 dernières années, mais là, je pense que ça va se régler. Donc, ils se sont rapatriés sur des marchés plus périphériques, on va dire ça comme ça, donc, notamment les marchés africains, et qui sont... Mais le problème numéro 1, j'allais dire, c'est effectivement, c'est le dumping des pays exportateurs, c'est clair, qui vendent souvent des bas morceaux, donc qui sont des morceaux, des coproduits, des morceaux nobles qui sont vendus par ailleurs. Le Brésil fait du filet pour exporter sur le marché européen à des prix élevés, et puis ensuite il reste des morceaux qui ne sont pas forcément mauvais, mais des morceaux qui ne sont pas vendus, ou des résidus des coupes, et qui vont sur des marchés ou alors asiatiques, ou africains, enfin des marchés, disons, de pays plus pauvres, qui ont des pouvoirs d'achat inférieurs, avec une conséquence effectivement de perturbation complète des chaînes de valeur, enfin des chaînes de production africaines, qui pourtant sont assez dynamiques. On voit aujourd'hui des entreprises africaines venir acheter de la génétique en Europe pour monter des élevages. Il y a des entrepreneurs qui ont su vraiment développer des productions de volailles, mais à condition qu'effectivement, c'est la question de la régulation des marchés et aussi de la politique des États de protéger leurs producteurs. Tous les grands pays occidentaux font ça, l'Europe bien sûr, moins en moins, mais elle le fait encore, les États-Unis, et puis les émergents, la Chine, la Russie, le Brésil, et finalement il n'y a que les pays africains qui n'ont pas de politique agricole d'une certaine façon. Oui. C'est tout le problème, ça fait 30 ans, enfin 30 ans, ça fait depuis les décolonisations que c'est comme ça, oui. Ça fait 50 ans que ça dure. Oui. Et à votre avis, quelle peut être l'incidence de la crise en Chine sur le porc et également la guerre commerciale États-Unis-Chine sur le prix de l'alimentation animale et donc sur le développement à venir de l'Afrique?
de ces filières-là? Alors déjà, bon, ce que je disais tout à l'heure, savoir ce qui va se passer exactement en Chine à l'horizon, en 2019 sur les questions de sanitaire de peste porcine, c'est compliqué. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a un scénario où la production c'est seulement moins 5, moins 10% et le marché va absorber ça sans trop de difficultés, même si les prix vont beaucoup augmenter de 20, comme c'est déjà le cas, de 20-30% sur le marché international. Alors si c'est plus, si c'est 30%, si c'est une hécatombe du cheptel chinois, là évidemment on est dans un scénario qu'on n'a jamais connu, donc avec des incidences qu'on a du mal à mesurer sur le marché des viandes. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, de toute façon les Chinois vont acheter plus de porc, mais aussi plus de volaille, plus de bœuf, plus de vin, ça c'est sûr. Donc ils vont assécher d'une certaine façon le marché au détriment des autres acheteurs. Donc il va y avoir sans doute une forte augmentation des prix, je pense quand même en 2019, quoi qu'on dise. Il va y avoir aussi un retour des pays qui avaient été un peu sortis du marché, notamment les Brésiliens. Bon, Bolsonaro vient d'être élu, l'agro-business est au pouvoir au Brésil aujourd'hui. Donc il y aura une remontée, je pense, assez forte de la production brésilienne, avec toutes les conséquences environnementales que ça suppose. Mais aussi la Russie, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même un pays qui reconstruit son élevage, qui est sous embargo occidental, mais qui reconstruit son élevage, qui peut aussi donc revenir proche de la Chine, donc approvisionner la Chine. Et puis effectivement, après, il y a l'incidence sur les matières premières végétales. Alors là, effectivement, alors dans un premier temps, on peut dire moins de porc en Chine, moins de consommation de matières premières. Oui, moi je ne suis pas trop d'accord sur le soja, parce que je pense que le porc, je sais, le porc ne mange pas énormément de soja. Oui, sur le maïs, d'accord. Oui, sur le blé, mais pas sur le soja. En revanche, si les Chinois se mettent à manger plus de volaille, là, ça va faire... La volaille a besoin de beaucoup de soja. Donc là, ça va faire remonter les prix du soja. Et donc, effectivement, avec des effets de domino on revient aux élevages africains, quid de l'approvisionnement en grains, cette fois-ci, d'abord, pour les élevages africains, en périphérie des villes, des États côtiers, pour approvisionner la population urbaine de ces États. Ça, à mon avis, ça, c'est une vraie problématique. Alors, on pourrait dire d'une certaine façon, si les Chinois, entre guillemets, assèchent le marché durablement des viandes, y compris de volaille, on peut espérer, peut-être, que ça laisse un ballon d'oxygène plus important pour la production africaine, soit des États directement, soit des États plus production bovine du Sahel, sous réserve que les problèmes politiques se règlent, ce qui est pas évident. Donc il y a aussi, et puis après il y a aussi, vous voyez un pays comme l'Afrique du Sud par exemple, il y a un développement de la production en Afrique du Sud. Alors c'est très loin de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut imaginer à terme un commerce intra-africain, de développement de commerce intra-africain, les chaînes logistiques. Maïs. Voilà, maïs. Donc on peut. Donc, de toute façon, si les Chinois ont moins de viande et en achètent plus, ça laisse forcément... il vaut mieux être dans une situation, entre guillemets, de moindre offre de viande pour l'Afrique qu'une situation de surplus. C'est évident, parce que qui dit surplus en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, de viande, dit forcément des conteneurs de produits, de coproduits de viande qu'on n'arrive pas à vendre ailleurs, qui viennent sur le marché africain à des prix défiant toute concurrence. Parce que c'est ça le problème, c'est du dumping. C'est du dumping. C'est pas souvent le prix de la viande qui arrive dans les ports africains n'arrive pas au coût de production même des pays exportateurs. C'est des sous-produits. Enfin, c'est pas des sous-produits au sens mauvaise qualité, c'est des sous-produits au sens qu'il n'a pas trouvé de marché. Ils n'ont pas de marché, puisque déjà la rentabilité du produit a été faite sur d'autres morceaux, et donc en fait c'est qu'un complément de vente qui pour des morceaux sinon ne serait pas vendu. Donc ils sont prêts à les vendre et les brader à n'importe quel prix. Mais ça se fait au détriment évidemment de la construction des élevages d'Afrique de l'Ouest, c'est évident.